parlé de deux volets dans ce contexte national. Le premier volet, c'était celui de la relation avec la puissance publique, et le deuxième, la situation économique et sociale de ces lieux. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce plus en profondeur de ces deux volets? Oui, alors, bon, on fait un petit retour en arrière dans le temps. On revient à ces années 2000 dont Diane nous parlait tout à l'heure, et du rapport L'Extrait, où pour la première fois il est question d'espace intermédiaire. Il est question d'espace intermédiaire parce que c'est une façon de ne pas nommer ces lieux et ces pratiques d'occupation d'espace qui autrement s'appellent des friches, des fabriques, des tiers-lieux, des collectifs d'artistes, des squats, des cafés culturels ou des hackerspace, enfin, ça s'appelle plein de choses. Et dans espace intermédiaire, il y a donc deux choses très importantes. C'est l'espace en tant que pratique. On va avoir des pratiques d'espace d'un côté. Et de l'autre, c'est la notion d'intermédiaire, mais non pas en tant qu'il y a un sujet qui fait l'intermédiaire, mais que c'est bien un espace qui donne lieu à des intermédiations, ouvre alors vers des intermédiations d'un côté, c'est-à-dire des rapports réciproques entre des personnes hétérogènes et qui n'auraient pas l'occasion trop dans l'espace social de se mettre en rapport a priori, hein, pas facilement en tout cas. Un potier et un hacker ou un street artiste, par exemple. Bon. Il n'y a pas d'évidence à ce qu'ils se rencontrent, a priori, comme ça. La situation économique et sociale des lieux intermédiaires, donc on a compris, c'est des lieux qui travaillent fondamentalement cette question qui se situe dans le champ culturel, du rapport à l'ouvrage, de comment on produit et on pratique l'art. Et de façon un peu extensive d'ailleurs, de manière générale. Comment on fait œuvre. Pas simplement dans le champ strict de l'art au sens professionnel du terme, dans la filière, dans le secteur, dans le métier. Donc, comment ça s'organise économiquement depuis ces intermédiations? Eh bien, ça s'organise du coup assez différemment de comment on fait dans le secteur culturel. Le secteur culturel, il est construit classiquement par la division quasi industrielle. On parle d'industrie culturelle d'ailleurs. Création, production, diffusion. Et cette segmentation, elle est structurante du milieu professionnel de la culture. Et on a, avec ces lieux, les mêmes enjeux qui se posent de manière générale que dans les autres champs d'activité de pratique sociale aujourd'hui, qui cherchent à renouveler le rapport à la valeur, à penser autrement comment on produit de la valeur économique. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'évidemment, ça se fait dans l'ensemble, pas du tout par des économistes, par des gens qui peuvent objectivement produire cette mesure de nouvelle valeur, quoi, ou ce cadre de pensée. Donc ça se fait de façon empirique sur le terrain à travers des pratiques, quoi. Hein, voilà. Et donc, on a cette grande difficulté qu'on a plein de solutions sans savoir les nommer à des problèmes qu'on n'est même pas capable de formuler. On dit, on est à 50-50, ressources propres, ressources publiques. On pense même pas le bénévolat, ou alors on le valorise, comme on nous le demande de le faire dans les budgets, en le chiffrant, en le monétarisant. Mais ce n'est pas une valeur monétaire. On peut penser une économie qui n'est pas monétisée. On peut penser une économie sans passer par le marché. C'est l'économie de marché qui passe par le marché pour penser la valeur économique. Mais ce n'est pas la nécessité de toute pensée économique de le faire. Bon, alors voilà, c'est la question qu'on pose socio-économiquement. Et maintenant, l'autre question que tu me posais, c'est le contexte politique. Nos histoires, elles ont eu un premier moment de discussion. C'est un peu une histoire institutionnelle que je fais là rapidement avec l'État français. Il y a eu ce moment où il y a eu, dans ce cadre-là, une mission Nouveau territoire de l'art suite au rapport L'Extrait qui a fait exister un temps ces pratiques et ces espaces dans un dialogue entre État, collectivités territoriales et acteurs. Et qui a permis quand même des choses importantes, par exemple la généralisation des conventions d'occupation temporaire. Voilà, il y a eu cette histoire-là. Ça s'est très vite épuisé parce que c'était le moment de la gauche plurielle, puis il y a eu l'élection, il y a eu Jospin qui s'est fait virer, la montée de l'extrême droite, et tout ça s'est refermé. Sous Sarkozy, l'interministérialité a été détruite, et du coup, on se retrouve avec à nouveau des isolats, des pensées très séparées. On a le CGT qui s'occupe de la ville ou du développement rural, on a le ministère de la Culture qui se recentre sur sa mission historique, DGCA ou DGP, création artistique ou patrimoine. Ils sont même en train de penser à fusionner les lignes de la création artistique et de l'action culturelle
pour pouvoir diminuer le nombre de postes dans les services. On en est là, quoi. Bon. Mais en même temps, dans le même moment, il y a ce truc qui est une des caractéristiques du macronisme, qui est de dire on va parler de la société civile. Or, il se trouve que la société civile, nous, c'est depuis longtemps un truc dont on parle, en tant qu'acteur, en tant que citoyen. Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même, hein. Mais ça ouvre des espaces de discussion inattendus. Donc, la question des lieux intermédiaires est redevenue un sujet de débat au sein du ministère avec la DGCA, aussi beaucoup grâce au travail donc de la CNLI, qui est cette coordination. Et maintenant, c'est ces 150 lieux qui se sont autodéterminés via une charte et un référentiel qui permettent de penser ce qu'on a en commun, pas tant de nous définir nous-mêmes, mais plutôt de dire ce qu'on veut faire ensemble. Hein, c'est plutôt ça, cette charte. C'est une charte d'engagement, hein, plus qu'une définition de qui on est. Bon, en gros. Voilà. Et la situation, c'est que cette coordination a permis de faire apparaître dans la loi LCAP, loi création, architecture et patrimoine, à l'article 3.14, une obligation de l'État et des collectivités territoriales de soutien aux lieux intermédiaires et indépendants. C'est le texte, article 3.14. Il y a ça, et puis il y a eu les petites choses qui ne sont pas très satisfaisantes, comme les ateliers de fabrique artistique, qui sont directement la suite de la discussion qu'on a initiée à ce moment-là, hein, sur les lieux intermédiaires. Il y a quand même 2 expérimentations qui sont lancées, une en Bretagne et une en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est bon à savoir, autour de la mise en place d'un nouveau dispositif de financement des actions qui vise notamment les lieux intermédiaires, mais pas que, et dont l'idée est de dire on va donner des financements, d'abord c'est des financements en convention pluriannuelle sur du fonctionnement, et on va donner des financements non pas sur un cahier des charges ou sur un projet, mais sur l'évaluation d'un travail effectué sur le territoire. Donc c'est un renversement conceptuel sur lequel nous on a beaucoup insisté, c'est de partir du déjà là. Hein, c'est de dire non, on renverse là, on n'est pas missionné pour faire ceci, on n'est pas des agents qui obéissons à une liste d'ordre, quoi. On fait des choses, et ça, il y a de l'intérêt général dedans, et vous reconnaissez cet intérêt général, et du coup, vous le financez parce que ça relève de votre compétence. Parce que ça vous concerne, cette mission d'intérêt général, telle qu'elle s'exerce à travers notre initiative, si vous êtes capable de l'évaluer. Et donc, ce dont on discute autour de ça, c'est comment on va évaluer ça. Alors maintenant, si on se pose la question du territoire, il faudrait quand même le faire depuis nos formes de vie. Et donc, penser nos territorialités. À quoi ça ressemble l'espace dans lequel je vis? Concrètement, à quoi mon lieu, ma pratique d'espace, elle se déploie comment? Et là, si on pense ça, on va voir que ça forme. Et c'est des travaux qu'il faudrait vraiment pouvoir faire, ça, de les faire ensemble et à grande échelle, de les dessiner, ces territorialités, pour se les représenter. Derrière l'Hublot, moi je l'ai créé avec des copains en 96. On avait 18-19 ans et on a eu envie. La question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les bonnes raisons de revenir ici? Quelles sont les bonnes raisons de s'installer là, en fait? Là, ici, c'est Cap-de-Nac, une petite ville de 4800 habitants, aux confins du Massif central, entre Lot et Aveyron. Pourquoi on se pose ces questions? Il n'y a pas une génération spontanée, là, voilà, mais parce qu'on était les purs produits de l'éducation populaire, en fait. Avant d'être des acteurs artistiques et culturels, on est pétri de cette question-là et de se dire, mais on va prendre les choses en main, on va les faire. Voilà. Je pense qu'avant d'avoir besoin des artistes, on a besoin d'avoir des habitants concernés par l'endroit où ils habitent, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les artistes aident je ne sais pas comment le dire, mais accompagnent finalement cette conscience d'habiter un endroit. La question qu'on s'est posée un jour, c'est comment rendre visibles des gens qui ne sont pas visibles, en fait. Après 15 ou 20 ans d'expérience sur ce territoire-là, on arrivait à s'appuyer, quand on avait des artistes qui venaient faire des repérages, sur des gens qu'on avait croisés, parce qu'ils savaient jardiner, parce qu'ils savaient faire visiter la ville, parce qu'ils étaient des cheminots et que c'est une ville cheminote et qu'ils savaient raconter toute l'histoire de la ville. Et on envoyait régulièrement les artistes visiter la ville avec d'autres personnes, en fait. Et du coup, on a juste eu à activer ces choses-là. Je dis deux anecdotes pour les caractériser. Une visite d'un monsieur qui s'appelle Gérard, qui est un très bon jardinier. C'est pas le seul, mais lui, en tout cas, il est bon. Voilà. Parce qu'il y a une tradition de jardin ouvrier. Et on fait la visite de Cap-de-Nac sans jamais sortir de son jardin, en fait.
Cet homme-là, il a travaillé dans les 2 industries importantes de la ville, et tout se fait comme ça. Il montre du doigt, il dit tu vois là-bas, et tout ça en passant entre les aubergines, les tomates, etc. Et on a juste l'impression d'avoir partagé un bout d'humanité. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que Gérard, il reprend place dans la cité, en fait. Et du coup, il devient un acteur de la cité. On a été chercher un artiste pour accoucher de ces histoires-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a été chercher Yannick Jolin, le conteur et acteur culturel, pour sa double casquette. La capacité à écouter les histoires et la capacité à comprendre qu'à un moment, l'artiste il disparaît au bénéfice de l'habitant qui est là et qui continue, lui, de faire son chemin. Sur notre territoire, on nous serine en permanence de la crise du bénévolat. Il n'y a plus de bénévoles, ils sont vieux, les jeunes ne s'intéressent plus à rien, c'est terrible, etc. Ils nous ont dit, laissez-leur un peu de place déjà, racontez-leur des histoires, permettez-leur d'en raconter, et puis ça change tout. Voilà. J'avais une question, Diane, du coup. Quand on pense aménagement du territoire au travers de ta casquette d'architecte, etc., comment c'est possible ça d'intégrer, par exemple, ce que vient de dire Fred, c'est-à-dire cette capacité à habiter, cette place de l'artiste, et du coup, les métiers de la ville qui viennent après, les élus, les politiques publiques, comment ça peut s'articuler, ça ? Alors, moi, je travaille... ce qui m'intéresse, c'est travailler donc, à l'échelle des territoires ruraux, qui sont à côté. On a un maire qui est impliqué, qui est volontaire, mais j'ai aussi rencontré moi des élus ils avaient la casquette donc de maire, donc le devoir d'aménager le territoire. Et ils étaient dépassés parce que qu'est-ce que ça veut dire aménager, penser l'aménagement et le développement des territoires ruraux. Moi, je veux rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Fred, sur la capacité de l'habitant à être conscient de son cadre de vie, de sa manière d'habiter. L'architecte, il fait peur. L'architecte, pour les gens, c'est pour l'élite, c'est pas pour eux. L'espace, penser l'espace, c'est pas pour eux. Quand on leur propose, on leur dit le pavillonnaire, on peut aller vers autre chose, c'est pas pour eux. Ils se rendent pas compte qu'ils vivent dans des espaces où ils sont contraints et ils se rendent même pas compte de la pression de l'espace qu'ils ont sur eux. À l'échelle de ces territoires-là, la place de l'artiste, elle est, ou en tout cas pas forcément que de l'artiste, mais de l'écoute des gens, d'aller vers les gens, de savoir quelle vision eux ils ont du territoire. Et c'est difficile aussi de les faire parler. Et c'est vrai que le fait d'avoir une personne extérieure, que ça soit un artiste ou un étudiant ou une tierce personne qui va aussi l'interroger sur son quotidien, ça va lui faire sortir les choses. La première chose qui sort quand on rencontre les gens et qu'on leur demande de nous parler de leur mode de vie, comment ils vivent, « Ah non, mais moi, j'ai rien à dire ». Et dans la transformation, ou en tout cas dans la production de l'espace, on a dit il y a des sachants et il y a des gens qui ne savent pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent non, moi, je n'ai pas mon mot à dire et je ne sais pas. Et donc, du coup, moi, tout mon travail, il est exactement ce que disait Fred, c'est d'aller voir les gens, voir comment ils vivent et surtout leur dire que comment ils vivent, ils peuvent en parler et surtout, ils peuvent être conscients et ils sont impuis de savoir. Vous parliez tout à l'heure de Village du futur. Est-ce que ça, par exemple, s'est intégré dans cette réflexion? Donc, voilà, il y a une projection là qui est faite sur ces villages du futur. Est-ce que cette dimension-là, elle est intégrée là-dedans dans cette réflexion? Laquelle, la dimension culturelle ou la dimension qu'évoque Diane à l'instant? Eh bien, cette articulation-là, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas les deux. Il y a cette articulation entre la capacité des gens à prendre, comment dire, à investir en fait l'espace. Et puis la capacité aussi des artistes ou des acteurs culturels à les aider à investir cet espace-là. Oui, pour reprendre un peu le fil de l'histoire, on a fait, ça fait 10 ans maintenant, un truc qui s'appelait le bouclier rural. C'est-à-dire qu'on a inventé ici, ce qui n'existait pas en France, une politique publique de la ruralité. En disant, la loi de la République doit poser une norme d'accès aux services publics. Nul ne peut être à plus de 25 minutes d'un accueil de médecine générale, nul ne peut être à plus de 45 minutes d'une maternité, machin. Premier truc. Deuxième truc, c'était comment on réoriente le crédit dans les territoires ruraux. Moi, sur mon secteur, 80% des sous qui sont déposés au Crédit Agricole sont réinvestis ailleurs.
Ils ne sont pas réinvestis sur place. Bon, comme on a vu que ça ne marchait pas bien, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Et là, on a dit on va faire les villages du futur. Et après, pour professionnaliser le truc, le village du futur, c'est encore une fois un architecte, un paysagiste et un designer de service. Designer de service, c'est des nouveaux métiers, c'est des jeunes gens, puisqu'ils sortent de l'école aujourd'hui, qui appliquent les méthodes du design de Stark, la fourchette, le truc, aux politiques publiques. C'est-à-dire qu'ils rendent compréhensibles des choses qui ne le sont pas. 6 mois vraiment d'immersion totale et coproduction avec les habitants, en tout cas ceux qu'on a pu aller chercher. Et alors, c'est là aussi qu'intervient l'artiste. Et en parallèle de tout ça, avec Camille qui est là, il est venu 6 mois avec son équipe réinterroger la mémoire collective sur la base d'un bouquin qui s'appelle La mastication des morts, si je ne dis pas de bêtises. Et à la fin de l'histoire, vous la racontez, à la fin de l'histoire, Pascal La Transverse, à plusieurs reprises depuis, parce que si on se dit on a 6 mois, en réalité, tout ça dérape et c'est beaucoup plus long, des propositions d'art de la rue qui font qu'on rassure aussi un peu tout le monde. C'est dans ce sens que je dis que les artistes sont essentiels, ou les acteurs de la culture. On ne peut pas être face aux transformations que j'envisageais tout à l'heure, qui sont les mêmes à Lorme, village du futur, ou pas d'ailleurs, ou à Corbigny, ou à Paris, Lyon ou Marseille, c'est des grands sujets. Si on refait pas PAC, bloc, avec tous les acteurs normaux d'une société, et la culture, c'est quelque chose de normal, enfin de normal dans le sens, ça a toujours existé, ça existera toujours, et tant mieux. Je pense qu'il est aussi important, on le disait à table, de dire qu'il y a des territoires ruraux. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que il y a beaucoup de maires aussi dans des territoires ruraux qui sont dans des territoires où il n'y a plus de commerce, tout ça, où le maire, il a une autre activité aussi. Donc, il y a vraiment différentes réalités des territoires ruraux. Et à chaque fois qu'on intervient dedans, il y a un temps d'adaptation pour essayer de comprendre quelle est cette réalité-là. Et je pense qu'on ne peut pas faire une photographie générale du territoire rural, un territoire. C'est vraiment... donc ça, c'était juste... Je voulais le rajouter. Être aujourd'hui à la Transverse, c'était important parce qu'il y a un vrai lien, en tout cas il demande à être renforcé, entre le monde de la culture, le monde de l'art et ce qu'on essaye de faire sur ce territoire avec ce qu'on a appelé village du futur. Inventer le village de demain, ça ne pourra pas se faire sans les acteurs culturels. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas.